El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás Je pense qu'on a commencé un peu à en discuter ce temps d'été, mais on voit de plus en plus aussi dans notre travail qu'en fait la tâche de la révolution mondiale, la tâche de la prise du pouvoir par le prolétariat et de la transformation socialiste de la société, c'est quelque chose qui n'est pas du tout aussi facile que ce qu'on peut vouloir quand on s'éveille à la politique, quand on voit toute la merde dans le capitalisme, qu'on a envie de détruire ce système. En fait, la tâche de la révolution mondiale, c'est un processus qui est extrêmement complexe, extrêmement dur, et c'est rendu aussi complexe, aussi variable, parce qu'en fait, c'est un processus humain, vivant, d'intervention en fait des masses opprimées dans l'histoire, des millions d'individus qui apportent, des milliards même, qui apportent tout leur bagage dans la lutte, et ces millions de destinées croisées rendent en fait le processus de la révolution un processus extrêmement complexe et qui représente pas du tout un chemin linéaire, un chemin facile d'offensive permanente contre le capitalisme jusqu'à la victoire, jusqu'au renversement total, à la société sans classe. Ça implique des retraites, ça implique des ralentissements, des temporisations, se préparer pour la prochaine offensive. Et en fait, beaucoup d'entre nous, beaucoup en général, voudraient un chemin sans embûches, voudraient un chemin clair, cherchent en fait des raccourcis, cherchent justement ce chemin-là. Et je pense que le seul remède à cette impatience révolutionnaire, c'est justement une étude sobre des leçons du passé, une étude en fait de la gigantesque expérience accumulée par la classe ouvrière, par notre classe, dans sa lutte vers la révolution. Et dans le cas de la révolution russe, il y a énormément de mensonges qui sont jetés sur cet événement. Il y a énormément de mensonges parce que c'est l'événement qui a approché le plus proche l'humanité de la libération du joug de la société de classe. C'est vraiment l'événement qui a fait trembler les classes dirigeantes du monde entier. Et pour ça, les bourgeois ont mis énormément d'énergie pour calomnier, pour détruire l'image de cette révolution. Et nous, en tant que marxistes, on doit comprendre ce qui s'est vraiment passé. On doit apprendre réellement les leçons de cet événement. Comment les bolcheviks ils approchaient la question de la défense de la révolution, de l'extension de cette révolution. C'est un sujet énorme qui touche à beaucoup de questions. Je n'aurai pas le temps de tout traiter. J'espère que des gens interviendront dans la discussion pour compléter. Mais du coup, en novembre 1917, le gouvernement provisoire il est renversé par les soviets en Russie. La classe ouvrière prend le pouvoir pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Le pouvoir politique est arraché aux mains de la bourgeoisie. Et en fait, beaucoup à l'époque trouvent que la victoire politique de la classe ouvrière en Russie a été un événement relativement facile, a été un événement qui était en fait plus simple que ce qu'on pensait. Il était assez rapide. En 9 mois, les événements ont fait qu'on est passé d'une révolution où l'immense majorité suivait encore les sociodémocrates, les petits bourgeois, à 9 mois plus tard, les soviets qui étaient majoritairement bolcheviques et la classe ouvrière qui était à la tête de la République soviétique. Mais la suite des événements, en fait, la suite des événements en Russie, c'est là vraiment que le dur, la phase très difficile a commencé. Et ça, c'est en fait un caractère de la Russie, justement, où, à cette époque, en 1917, en fait, la chaîne du capitalisme, la chaîne s'est rompue à son maillon le plus faible. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est que la bourgeoisie, en Russie, elle était peu expérimentée. Elle avait eu un peu les conseils, les Zemstvo, etc., mais elle n'avait pas beaucoup d'expérience politique. Elle s'est rendue compte de ce qu'elle a perdu, elle s'est rendue compte vraiment de l'événement qu'après avoir perdu le pouvoir politique. Et elle va engager en fait fermement la contre-révolution qu'après la prise du pouvoir de la classe ouvrière. Et à l'inverse, le prolétariat, lui, il était très jeune, il était peu sensible en fait aux grandes traditions réformistes qui étaient très ancrées dans les classes ouvrières européennes. Et c'est pour ça que l'aile révolutionnaire du prolétariat a pu l'emporter aussi vite dans ce pays-là. Et du coup, le contexte, c'est que le prolétariat, il arrive au pouvoir dans un pays arriéré,
dans un pays très peu industrialisé et dans une situation matérielle qui est extrêmement difficile, une situation de base économique qui était mauvaise en Russie, auquel s'ajoutent en fait toutes les destructions et la désorganisation de la Première Guerre mondiale. L'économie soviétique, en fait, c'est une économie qui est très retardataire, qui mélange encore différents modes de production, différents types de production, avec des éléments de consommation paysanne, de l'économie patriarcale très importants, et un capitalisme industriel avancé dans les villes, mais généralement un capitalisme petit bourgeois et rural qui domine largement dans tout le pays. La classe ouvrière en 1917, elle compte 3 millions de membres, enfin, il y a 3 millions de travailleurs industriels en Russie. La classe ouvrière en général dans le pays compte à peu près 10 millions et la paysannerie 110 millions, avec environ 70% d'analphabétisme, de gens qui ne savent pas lire ni écrire. Personne ne prévoyait à ce moment-là, et certainement pas les architectes du marxisme, personne ne prévoyait que la révolution éclaterait dans un pays aussi arriéré, aussi retardataire. Et le socialisme, en fait, la construction d'une société qui change fondamentalement du capitalisme, il a comme point de départ, ou il a toujours été envisagé ayant comme point de départ les meilleurs résultats du capitalisme. L'industrie hautement avancée, les monopoles, les chaînes de production mondialisées. Et en fait, la planification socialiste de la production, elle nécessite un appareil de production hautement développé, avec une classe ouvrière qualifiée, avec une classe ouvrière qui a beaucoup de compétences techniques et administratives, qui sait comment administrer la société. Et aucune base pour une telle organisation existait en Russie à ce moment-là. Alors peut-être pourquoi les bolcheviks, ils ont mené le prolétariat, et fermement, ils ont décidé de mener le prolétariat à la victoire, à la prise de pouvoir, si les conditions pour la construction du socialisme étaient absolument impossibles, n'étaient pas favorables en Russie. En fait, les bases matérielles étaient absentes pour construire une société fondamentalement différente, une société socialiste à l'échelle nationale, à l'échelle de la Russie, mais elles étaient présentes dans la situation mondiale, elles étaient présentes à l'échelle internationale. Et la nécessité en fait de la révolution mondiale pour la construction du socialisme en Russie était comprise en fait dès le début et dès avant la révolution. La révolution russe était perçue et vue et comprise par tous les marxistes russes comme l'ouverture en fait, comme le coup d'envoi de la révolution mondiale. Et les communistes en Russie ont toujours lié en fait le destin de la révolution russe à celui de la révolution mondiale. En 1918, en juillet, Lénine disait « Nous avons accompli notre devoir révolutionnaire comme aucun gouvernement révolutionnaire d'aucun pays ne l'a jamais fait à l'échelle internationale. Mais nous ne sommes jamais trompés en pensant que cela pouvait être réalisé par les efforts d'un seul pays. Nous savions que nos efforts conduisaient inévitablement à une révolution mondiale, et lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, notre tâche en tant que parti communiste prolétarien, à une époque où la domination bourgeoise capitaliste subsistait encore dans les autres pays, notre tâche immédiate, je le répète, était de conserver ce pouvoir, ce flambeau du socialisme, afin qu'il puisse répandre autant d'étincelles que possible pour ajouter aux flammes croissantes de la révolution socialiste. Donc, ça c'était la perspective des marxistes quand ils ont amené la classe ouvrière au pouvoir, et effectivement, la révolution russe était en fait le déclencheur d'une vague révolutionnaire à l'échelle mondiale. Elle a effectivement déclenché un processus de révolution mondiale partout ailleurs. Et en fait, de là découlaient deux tâches en Russie pour le prolétariat et pour le Parti communiste. La première tâche, c'était de défendre la révolution russe. Souvent, et je vais beaucoup utiliser ce terme dans la présentation, on décrivait la révolution russe, l'État soviétique, comme une citadelle assiégée, une forteresse assiégée. Assiégée, c'est assez représentatif de l'état dans lequel elle était, mais on parle quand même d'une forteresse. C'est un énorme espoir et des millions de travailleurs ont leur regard pleinement orienté vers la révolution russe à cette époque de l'histoire. Et la révolution russe, l'état, la forteresse socialiste, peut apporter un énorme atout pour les communistes du monde entier, et vraiment un atout énorme dans le camp de la révolution mondiale. Et c'est difficilement imaginable d'aller de l'avant, de poursuivre, d'étendre la révolution mondiale si cette forteresse-là, elle tombe. Et donc, de ça, et c'est lié à la première tâche, découle
la deuxième tâche qui était vraiment d'étendre justement cette flamme de la révolution, comme Lénine l'explique. Avec cette nécessité en fait de la révolution mondiale, la forteresse, elle attendait des renforts socialistes. Et quand je dis elle attendait des renforts, c'est pas que les bolcheviks ils attendaient juste en Russie, ils essayaient de gérer leur situation, mais c'était activement leur but d'étendre la révolution pour provoquer, pour susciter justement, pour susciter cet incendie socialiste, pour avoir le secours d'une Europe ou des pays capitalistes avancés qui soient justement gagnés à la révolution. Voilà pour le contexte. Maintenant, à quoi en fait concrètement a ressemblé en fait ces deux tâches politiques et comment les bolcheviks dans les premières années d'existence de l'État soviétique ils ont mené leur lutte. Après avoir conquis le pouvoir politique, en fait, les bolcheviks et la classe ouvrière s'est retrouvés dans une situation totalement inédite, puisque en fait il n'y avait aucune expérience, il n'y avait aucun modèle, il n'y avait rien qui avait été écrit sur comment en fait faire une fois qu'on a pris le pouvoir, comment on continue une fois qu'on a pris le pouvoir, si ce n'est l'expérience de la Commune de Paris, mais qui était une expérience extrêmement éphémère dans un contexte extrêmement différent. Donc les bolcheviks à ce moment-là, c'était vraiment des pionniers du marxisme qui devaient avancer à tâtons en justement se basant sur toute leur expérience accumulée et sur toutes les leçons qu'ils pouvaient trouver et tout leur devoir de marxiste de maintenant en fait entamer une phase toute nouvelle de l'histoire du développement de l'humanité. Et donc contrairement au gouvernement provisoire, en fait directement une fois arrivés au pouvoir, les bolcheviks commencent à appliquer leur programme. Fini le blabla avec les promesses de paix, de réforme, etc. Mais avec la participation active des masses, ils passent une série de décrets qui sont, dès les premiers mois en fait, de la Révolution, vraiment quelque chose d'extrêmement important, où justement leur slogan « Pain, terre, paix » qui leur avait permis d'arriver au pouvoir, et pas un slogan qui reste vide. Dès les premiers jours de la Révolution, il y a un décret sur l'expropriation sans compensation de tous les grands propriétaires terriens, de tous la noblesse agricole, et la répartition de toutes les terres entre tous les soviets de paysans. Et ça, en fait, ça ouvre la possibilité d'un bloc gouvernemental avec les socialistes révolutionnaires de gauche, qui représentent en fait les intérêts de la paysannerie révolutionnaire. Il passe aussi des décrets sur la journée de 8 heures, le contrôle ouvrier, l'expropriation sans compensation des grands capitalistes industriels, mais aussi toute une série de décrets dans lesquels je n'ai pas le temps de rentrer en détail sur les droits des minorités, sur les nationalités, contre justement les oppressions nationales dans ce qui était appelé la prison des peuples. Et ça, c'est une politique, la politique nationale, la politique sur la question nationale de l'État soviétique. C'est une politique qui aurait, enfin, c'est la politique qui a vraiment permis de survivre, qui a permis à la révolution de survivre. Et dans ces décrets, il y a aussi le droit de divorce, le droit de vote des femmes, l'éducation qui est arrachée des mains de l'Église. Et en fait, dans cette effervescence révolutionnaire, il y a vraiment une participation gigantesque des masses dans ce processus, qui participent activement, qui prennent pour la première fois leur destin dans leurs mains. Et ça, c'est bien illustré dans une citation de Lénine, qui dit peu après la prise du pouvoir, très souvent, des délégations d'ouvriers et de paysans viennent au gouvernement et demandent, par exemple, ce qu'il faut faire de telle ou telle terre. Et je leur dis, vous êtes le pouvoir, faites tout ce que vous voulez, prenez tout ce que vous voulez, nous vous soutiendrons. Vous êtes le pouvoir. On voit un peu justement là le caractère de dictature des masses opprimées sur la minorité des exploiteurs, contrairement justement à tous les mensonges de la bourgeoisie. Un autre point hyper important du programme des bolcheviks, c'était la paix. Et c'est une des causes en fait de la révolution, c'est la guerre mondiale et les défaites militaires importantes du gouvernement provisoire et de l'armée russe. L'armée allemande, en fait, à ce moment-là, elle avance, elle inflige défaite sur défaite à une armée russe qui est en totale décomposition et des paysans en fait, qui retournent dans leur terre après entendre les annonces de décrets, etc., les annonces de la révolution. Et du coup, ça, c'est pas non plus resté lettre morte. Dès le lendemain de la prise de pouvoir, un décret sur la paix aux travailleurs du monde entier, qui promet aussi de dévoiler tous les traités secrets entre les puissances impérialistes. Donc ce décret, il arrive le 26 octobre du vieux calendrier.
Et ce décret il propose aussi la paix sans annexion à tous les belligérants du conflit de la Première Guerre mondiale. Et dans ce contexte-là, en fait, il n'y a que les empires centraux, donc l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et les empires ottomans, qui répondent à la demande de négociation de paix sans annexion. Et de l'autre côté, l'Entente, donc l'Angleterre et la Grande-Bretagne, ils vocifèrent, ils disent qu'ils vont attaquer la Russie s'ils négocient avec l'Allemagne, etc. Malgré ça, le 2 décembre, il y a une armistice qui est signée entre l'Empire allemand et la République soviétique. Et Trotsky il entame des négociations de paix à Brest-Litovsk avec les puissances impérialistes. Et en fait, assez vite dans les négociations, c'est clair, et même avant, c'est clair que en fait, l'Allemagne, elle ne va pas accepter une paix sans annexion. Elle demande en fait des concessions importantes. Et donc, cet accord de paix potentiel, il signifie une trêve, il signifie un compromis et des concessions aux impérialistes. Et ça, en fait, ça amène à une grande division dans le camp révolutionnaire sur la question de la paix, ou sur la question de comment est-ce qu'on poursuit cette question de l'impérialisme et de la lutte contre l'impérialisme. Et par rapport justement aux 2 tâches que j'ai décrites avant, 2 tâches principales, défendre la révolution et étendre la révolution hors de Russie, bah c'est sous cet abord-là que le débat il a lieu. D'un côté, justement, il y a une fraction gauchiste qui se constitue autour de Boukharine et qui est prise en fait par cet élan justement révolutionnaire, cette fièvre révolutionnaire où bah, en fait ils sont justement dans cette idée, mais en fait la victoire elle était facile. Politiquement, on a exproprié la bourgeoisie, on a le prolétariat derrière nous, les masses sont en effervescence, elles participent partout, donc la victoire contre l'impérialisme doit être maintenant menée à son terme. Il faut une guerre révolutionnaire, il faut lancer une guerre révolutionnaire à travers toute l'Europe pour achever la révolution mondiale. Et de l'autre côté, Lénine et Trotsky, ils sont pour la signature d'une paix, pour gagner du temps, pour permettre un répit à la République soviétique. Et ça se base en fait sur le fait que l'armée à ce moment-là est en liquéfaction totale et il n'y a pas encore une armée rouge, il n'y a pas encore une armée prolétarienne qui est en état de mener une guerre révolutionnaire et même une armée tout court qui sera en état de mener quelconque guerre. Ça, c'est des distinctions vraiment qui existaient toujours dans le parti entre cette fraction gauchiste et la direction avec Lénine et Trotsky. C'était cette histoire de regarder en fait la réalité, regarder les faits et comprendre qu'est-ce que signifient les mots d'ordre qui sont engagés dans la bataille. Le slogan en fait pour une guerre révolutionnaire à ce moment-là, il aurait juste signifié la fin de la révolution mondiale. Il aurait signifié en fait l'échec immédiat, la mort dans l'œuf de la possibilité d'une expansion révolutionnaire à l'Europe. Et de l'autre côté, la gauche, les gauchistes, ils expliquent que une retraite tactique, donc ce qui est proposé donc, de faire la paix avec les impérialistes, c'est une retraite tactique. Ils expliquent qu'une telle retraite, c'est un abandon du combat pour la révolution mondiale, et que en fait, c'est une trahison à la cause du prolétariat international. Et dans justement ce processus de fièvre révolutionnaire qui existe dans les grandes villes de la Russie, bah, il y a une majorité du Parti communiste et des soviets à Moscou et à Petrograd qui soutiennent la position de Boukharine de lancer une guerre révolutionnaire contre l'Allemagne. Ce qui est important aussi avec cette question, c'est qu'il n'y a pas une différence sur les principes dans cette question. Il n'y a pas une différence fondamentale sur les bases du marxisme dans la question de oui ou non, est-ce qu'il faut lancer une guerre révolutionnaire. Si l'armée rouge avait compté à ce moment-là 5 millions de membres et avait été organisée et capable de mener une telle lutte, alors une guerre révolutionnaire aurait été une perspective qui aurait aussi été défendue par Lénine et Trotsky. Et en fait, même Lénine et Trotsky, c'était les plus grands défenseurs, c'était ceux qui défendaient précisément une position pour la guerre révolutionnaire, dans le sens de se donner les moyens de le faire, de se donner les moyens de mener une telle guerre. Ça veut dire reconstruire l'armée rouge, consolider le pouvoir de la classe ouvrière, gagner du temps, attendre qu'il y ait des mouvements de masse en Europe pour lancer une guerre révolutionnaire qui soit capable d'entraîner une révolution mondiale. Et ça, donc, ça mène à vraiment un débat très âpre dans le parti sur la question stratégique et tactique de comment on combat l'impérialisme. Est-ce qu'il faut une position défensive, maintenant l'heure c'est à la défense de la révolution, ou est-ce qu'il faut aller à l'offensive? Et Trotsky et Lénine, ils avancent clairement que aller à l'offensive, ça veut dire abandonner la forteresse.
Et les gauchistes, ils détestent vraiment cette idée de faire autre chose que d'aller à l'offensive. Et Lénine, il dit très clairement à ce moment-là, et dans son débat contre les gauchistes, il dit qu'il est prêt à sacrifier la révolution russe si ça permet la victoire de la révolution allemande. Mais je pense que là-dedans, il y a quelque chose à comprendre, c'est que si ça permet la révolution le succès de la révolution allemande, c'est un énorme si, c'est un énorme conditionnel. La révolution russe, justement, en tant que l'État soviétique, en tant qu'État vivant, en tant qu'État capable économiquement, avec ses ressources matérielles, d'aider une jeune république soviétique allemande, ça aurait été un énorme atout et un allié important dans la révolution mondiale. Et la meilleure aide que puissent apporter les bolcheviks à ce moment-là, c'est justement pas de sacrifier la révolution russe pour rien, mais c'est précisément d'attendre, de gagner du temps. Parce qu'à ce moment-là, la révolution allemande, elle mûrissait. Il y avait des grèves en Allemagne, mais ce n'était pas une perspective de quelques jours ou de quelques semaines. Il fallait du temps, il fallait étendre, il fallait retarder les négociations. Et pour ça, justement, les négociations, elles n'avaient pas du tout le même caractère que des négociations entre des représentants de la bourgeoisie. Les négociations avec l'Allemagne, qui étaient menées par Trotsky et les bolcheviks, elles étaient utilisées comme une plateforme d'agitation révolutionnaire. Il y avait des discours révolutionnaires qui étaient déclamés en allemand au-dessus de la tête des généraux, vers les tranchées, vers les soldats allemands. À chaque fois qu'il y avait des meetings avec l'armée allemande, les bolcheviks, ils amenaient plein de littérature socialiste, ils amenaient des pamphlets, etc., qui distribuaient comme cadeau, comme guise de leur bonne foi, qui distribuaient comme cadeau à tous les travailleurs qui étaient dans les tranchées. Et en fait, les généraux de l'armée allemande, ils comprennent pas vraiment ce qui se passe, ils sont vraiment éberlués par ce qui est en train de se passer, ils n'ont pas du tout l'habitude de discuter avec des gens comme ça qui hurlent des discours révolutionnaires pendant des négociations. Et ces stratégies-là, elles sont payantes, elles fonctionnent. Dans ses mémoires, à la fin de sa vie, un des généraux de l'armée allemande qui négociait avec les bolcheviks, il a dit vraiment que pendant Brest-Litovsk, ils avaient été totalement acculés par les bolcheviks pendant les négociations et que l'état-major allemand il était terrifié d'une propagation révolutionnaire dans l'armée allemande. Et en fait que justement l'armée se mutine et que les négociations soient perdues et que l'avance allemande soit perdue. Dans cette situation-là, justement, les Allemands ils perdent patience, l'État allemand comprend le danger et ils rompent les négociations avec les bolcheviks, ils rompent les négociations de Brest-Litovsk et ils reprennent l'offensive. Ils prennent des dizaines et des dizaines de kilomètres en quelques jours. Et dans ce moment-là, en fait, les Français, l'impérialisme français et anglais, proposent de l'assistance militaire à la République soviétique contre l'offensive allemande. Et les gauchistes, en fait, encore la fraction gauchiste, refusent absolument catégoriquement toute assistance de la part de l'impérialisme. Et ils disent que toute assistance de la part de l'impérialisme mènerait à ce que l'Union soviétique devienne une colonie en fait, française ou britannique. Et ça montre aussi un peu ce refus de faire le moindre compromis, montre justement la caractéristique en fait, des gauchistes qui ne se donnaient pas du tout les moyens de mener une guerre révolutionnaire, ni en gagnant du temps pour construire l'armée rouge, ni en acceptant d'utiliser les fissures, les fractures qui existaient entre les différents blocs impérialistes à ce moment-là. Face justement à la nouvelle avancée allemande, la majorité du parti bolchevique se range derrière la position de Lénine et de Trotsky et accepte de signer la paix de Brest-Litovsk. Mais les gauchistes, face à cet échec, ils quittent en bloc le gouvernement et le comité central. Du coup, le 3 mars 1918, il y a une paix extrêmement dure qui est signée par la Russie, une humiliation vraiment où la Russie cède un quart de son territoire, le tiers de sa population, le tiers de ses terres agricoles, la moitié de ses sites industriels, 9 dixièmes de ses mines de charbon, 94 tonnes d'or et l'indépendance de l'Ukraine, ce qui signifie en fait un gouvernement fantoche qui est mis en place par les Allemands, un gouvernement anti-bolchevique en Ukraine. Face en fait à cet accord, les SR de gauche qui étaient fermement opposés à la paix, ils quittent le gouvernement en bloc et ils assassinent un ambassadeur allemand pour essayer de relancer la guerre, mais ça ne fonctionne pas. Et donc cette crise politique profonde dans le parti, elle met la jeune République soviétique dans une situation hyper critique, mais de l'autre côté, elle a évité l'extinction de
de l'État soviétique, et elle a permis de gagner du temps et un peu de répit, ce qui était en fait la considération principale de ces négociations. Et ça, en fait, c'est assez clair à ce moment-là pour tout le monde, il n'y a pas justement de débat sur cette question, que sans la révolution à l'Ouest, la République soviétique est foutue. Et Lénine, en mars 1918, donc en exemple la Red Versetosque, il dit « En tout état de cause, dans toutes les circonstances imaginables, si la révolution allemande ne se produit pas, nous sommes condamnés. Néanmoins, cela ne prend en rien notre conviction que nous devons être capables de supporter la position la plus difficile sans tergiverser. » Et donc justement cette situation-là, d'attente sur l'Ouest, elle est assez difficile, d'autant que de l'Ouest vient pas d'aide socialiste, mais des armées d'invasion. Et ça, en fait, c'est justement le début de la guerre civile, où, au début, en fait, les quelques premiers mois de la Révolution, la classe capitaliste russe, elle pense que la Révolution, c'est juste un épisode éphémère, c'est juste une aventure qui va durer quelques jours, et les bolcheviks vont se faire renverser tout de suite. Et au bout de quelques mois, en fait, la contre-révolution, elle comprend que c'est pas le cas, et elle commence vraiment à s'organiser, elle commence à se mettre en marche après ce choc initial, cette paralysie. Elle reprend du poil de la bête, même si, dès en fait, le tout début, il y a une résistance passive, une résistance importante au pouvoir, au décret soviétique et à la classe ouvrière, où en fait, les fonctionnaires d'État, les anciens spécialistes bourgeois, se mettent en grève, payés par des banques privées et par des impérialistes. Un exemple de ça, c'est par exemple Trotsky, qui est nommé ministère des Affaires étrangères, commissaire des Affaires étrangères. Il va justement au ministère pour dévoiler les secrets, les traités secrets, pour prendre fonction dans son cabinet. Et les fonctionnaires, ils s'enferment à clé dans le cabinet. Et en fait, il faut attendre qu'il y ait la garde rouge qui vienne forcer les portes. Et quand ils forcent les portes, tous les fonctionnaires ils démissionnent en bloc. Et en plus, ils ont aidé l'ancien ministre à s'enfuir avec les traités secrets. Et ce genre de sabotage-là, ce genre de résistance, de sabotage économique, de refus d'appliquer les décrets, ils sont communs en fait, vraiment, ils sont ultra répandus. Ou notamment, il y a aussi une grève des télécommunications, une grève des téléphones en fait, massive dans les villes, à nouveau payée par les banquiers privés et par les impérialistes, qui paralyse aussi partiellement en fait, les moyens de communication de la classe ouvrière à ce moment-là. Au même moment, en fait, l'armée, comme j'ai dit, elle est en train de se décomposer, et il y a la décomposition paysanne, un peu que je l'ai expliqué, mais il y a aussi en fait les généraux de l'armée qui désertent en masse, par milliers, vers le sud, pour rejoindre en fait Kornilov, et pour former une rébellion, pour former ce qui va être la base en fait, de l'armée blanche, en justement commençant à conscrire en fait, des paysans dans les régions du sud, pleinement soutenus avec de l'argent par les impérialistes. Et d'abord, en fait, les Français, c'est les Français et les Anglais qui soutiennent les Blancs et qui se rassemblent justement autour de Kaledine, Kornilov, Alexeïev, mais assez vite, toute la bourgeoisie internationale, elle reconnaît le danger que représente la forteresse assiégée et ils sont vraiment déterminés à l'écraser par les armes ou après que justement l'entente commence, donc l'entente, c'est les Britanniques et les Français, ils commencent justement à lancer des armées d'invasion sur la Russie, et c'est le tour des empires centraux qui envoient aussi des armes et qui envahissent l'ouest de l'État soviétique. Donc il y a des armées d'invasion françaises, britanniques, mais aussi du Canada, de Grèce, de Pologne, les armées japonaises à l'est, les États-Unis qui envahissent par l'Alaska, les Italiens, les Serbes, les Tchèques, les Allemands, les Roumains, les Autrichiens. En tout, il y a à peu près 21 nations étrangères qui envahissent l'armée, qui envahissent la République soviétique. Et à ce moment-là, en fait, les mencheviks et les socialistes révolutionnaires, ils reprennent les slogans des Blancs, où les Blancs et les impérialistes, leur slogan à ce moment-là, c'est « tout pouvoir à l'Assemblée constituante ». Et les mencheviks et les socialistes révolutionnaires reprennent ce slogan-là, mais vu qu'ils échouent totalement à convaincre les masses, en fait, les socialistes révolutionnaires, ils se lancent dans une insurrection armée qui rate, et puisqu'elle rate, ils retournent en fait dans leur vieille méthode de terrorisme individuel, où ils tentent plusieurs fois, et ils arrivent plusieurs fois à assassiner en fait des bolcheviks, à lancer des bombes sur le train blindé de Trotsky, etc. Donc dans cette situation, en fait, tous les partis rejoignent la contre-révolution, et la République soviétique, elle est vraiment menacée de mort, elle est dans une situation extrêmement critique,
où avec les pertes des terres agricoles dont j'ai parlé tout à l'heure, et le chaos économique, il y a des famines qui commencent à apparaître en Russie, et des épidémies. Avec donc l'invasion japonaise à l'est, l'entente qui envahit au nord, les empires centraux à l'ouest, et les Cosaques de Kornilov au sud, en fait il y a vraiment le pays qui est assiégé, et au pire moment de la guerre, en novembre 1918, l'Union soviétique, la République soviétique, c'est plus qu'une ligne en fait, de territoire qui s'étend de Pétrograd jusqu'à la mer Caspienne, avec rien à l'est et rien à l'ouest. Et en fait, là c'est la question je pense qu'on peut se poser, c'est comment dans une telle situation, la révolution elle a pu survivre, comment est-ce qu'ils ont pu gagner la guerre civile, comment ils ont battu les armées blanches et comment en fait c'est possible dans une telle situation de battre la contre-révolution mondiale, mieux équipée, mieux nourrie, supérieure en nombre. Et je pense que ça pose la question générale, la question plus générale de quelle force en fait, en tant que classe ouvrière, quelle force le prolétariat il a dans sa lutte contre la classe dirigeante. Et Trotsky, en fait, plusieurs fois en revenant sur cet épisode, il explique que la guerre civile, c'était pas principalement un événement militaire, mais c'était vraiment un événement politique, et que c'était en fait une guerre des classes prolongée militairement, mais qui restait vraiment une lutte des classes qui devait se gagner sur le terrain de la politique. Et donc un des plus grands atouts en fait de l'Union soviétique, de la République soviétique, c'était l'agitation et les appels à la classe ouvrière internationale, où il y avait vraiment un grand effort politique de travail, justement d'utiliser en fait toutes les cellules communistes en Europe, tous les exilés russes, etc., pour agiter, pour faire de l'agitation dans la classe ouvrière, les journalistes comme John Reed ou les autres journalistes américains qui étaient européens qui étaient là, qui revenaient dans leur pays, qui expliquaient ce qui était en train de se passer, et vraiment en fait les travailleurs européens qui rivaient à ce moment-là leur regard sur la révolution russe, ils n'en croyaient pas leurs oreilles qu'il y avait vraiment des armées d'invasion britanniques qui attaquaient la République soviétique, etc. Donc il y a vraiment des grèves de masse en France et en Grande-Bretagne, dans les ports, etc., pour stopper l'envoi de munitions aux armées d'invasion. Et en fait ça va vraiment jouer un rôle extrêmement décisif dans la guerre, où il y a même beaucoup de soldats des armées d'invasion qui vont se mutiner contre leurs généraux. Et on voit vraiment la solidarité de classe et l'intérêt commun en fait, mondial de la classe ouvrière dans cet épisode. Un autre aspect hyper important, c'est que les bolcheviks, ils avaient assez vite identifié que les réserves sociales de la contre-révolution, l'armée, les armées blanches, etc., c'était la paysannerie. C'était la paysannerie riche, c'était la paysannerie moyenne, qui avait le caractère un peu de vaciller d'un camp à l'autre pendant la guerre. Et la tactique, vraiment la stratégie des bolcheviks pendant toute la guerre, c'était d'essayer de gagner la paysannerie, puisqu'ils savaient que quel camp réussissait à gagner la paysannerie déterminerait l'issue de la guerre. Donc il y a vraiment un travail d'agitation patient des bolcheviks envers les paysans qui permet petit à petit dans la guerre civile qu'il y ait une majorité en fait, des paysans qui comprennent et qui comprennent assez naturellement que les blancs, le retour des blancs, la victoire de l'armée blanche va signifier en fait le retour des propriétaires terriens, va signifier le retour en fait de l'oppression tsariste qu'ils subissaient avant la révolution. Et ça cause en fait des désertions massives et des mutineries dans toutes les armées de conscrits blancs. Un exemple de ça, aussi du travail politique qui a été fait pour regagner en fait, politiquement les troupes, c'est que dans l'année 1919, il y a 2,8 millions de désertions dans l'armée rouge, mais avec le travail d'agitation politique, il y a 1,7 million qui sont regagnés à l'armée rouge. Et au moment en fait, décisif, au moment le plus important, la paysannerie se range en fait, derrière le prolétariat. Et dans un pays avec 85% de paysans, la victoire de la révolution aurait été impossible sans le soutien décisif justement de cette paysannerie. Bien sûr aussi, l'aspect militaire est important, avec justement la création de cette armée rouge qui était un point central pour donner en fait, doter la forteresse assiégée d'armes pour se défendre. Et cette tâche-là, elle est confiée à Trotsky, qui construit justement l'armée rouge. Et l'armée rouge, c'est pas une armée de conquête impérialiste, mais c'est vraiment une armée qui a un caractère différent, une armée nouvelle, c'est une armée prolétaire de la Révolution mondiale, qui est soudée par la solidarité de classe, et qui, justement au début, en fait, va abolir les rangs dans l'armée,
instaurer la démocratie dans l'armée, etc. Mais, et ça c'est une controverse encore avec la fraction gauchiste, dans la situation qui était en train de se traverser, la tâche principale c'était de gagner la guerre civile. Et pour gagner la guerre civile, il fallait l'expérience militaire immédiate en fait que la classe ouvrière n'avait pas et que les représentants de la paysannerie n'avaient pas non plus. Donc il fallait en fait, pour professionnaliser et discipliner en fait cette armée rouge, les seuls qui étaient capables, qui avaient ces compétences militaires-là, c'était les anciens spécialistes militaires qui sont en fait dans l'armée rouge, qui vont être recyclés par milliers. Et ça présentait en fait un grand risque pour l'armée rouge, parce que ces spécialistes militaires-là, ce n'étaient pas des communistes convaincus. Au mieux, ils étaient neutres envers les soviets, au pire, c'était des contre-révolutionnaires finis. Et donc, tous ces anciens officiers, ces spécialistes militaires, ils étaient accompagnés par des commissaires politiques, qui étaient eux, justement, des communistes révolutionnaires les plus dévoués, et qui étaient choisis par les soviets, qui étaient élus dans les soviets, comme vraiment les représentants de leur classe. En fait, ils représentaient le pouvoir du prolétariat sur l'armée rouge, sur les cadres de l'armée, et ils donnaient un caractère vraiment politique et de classe à cette armée. Parce que le rôle des commissaires politiques, bien sûr, en fait, c'était en premier lieu de surveiller et d'abattre les officiers qui trahissaient, mais ce rôle, il allait beaucoup plus loin que juste ce rôle-là de contrôle. Et en fait, les commissaires politiques, ils avaient vraiment le rôle d'éducation et de motivation, d'agitation politique dans les rangs de l'armée. Où en fait, à plusieurs reprises pendant la guerre civile, des offensives contre l'armée blanche vont être annulées, faute de conviction politique, où vraiment il va y avoir des meetings de masse à nouveau pour dire, bon, genre pour faire des speeches politiques, pour montrer les faits concrets, qui soutient ces armées-là, qui sont les capitalistes derrière, qui les financent, quelles sont leurs déclarations, qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire s'ils allaient gagner, alors vraiment un peu de la propagande politique dans l'armée, des discours, etc., pour être sûr qu'il fallait vraiment une conviction politique nécessaire pour être capable en fait de mener la guerre civile. Et les gauchistes, ils hurlaient en fait contre l'incorporation de ces spécialistes bourgeois dans l'armée, contre l'absence de démocratie, contre la hiérarchie, etc. Et ça montre aussi, ou c'est assez clair dans le gauchisme, qu'il y a c'est vraiment des révolutionnaires dans la phrase, mais qui ne regardent pas la réalité en face, qui ne regardent pas concrètement ce qui est en train de se passer, et qui ne se donnaient pas du tout les moyens en fait, de gagner la guerre civile ou de construire une armée rouge, alors que la révolution mondiale était menacée de mort à ce moment-là. Et en fait, ce débat-là contre les gauchistes, il va être réglé dans la pratique, puisque les détachements de l'armée rouge, qui adoptent en fait des méthodes de guérilla décentralisées, qui refusent les spécialistes militaires, ils vont juste être écrasés par les blancs, alors que les autres, justement, ils vont obtenir des succès. Sur le plan économique, la guerre civile, elle va orienter l'économie soviétique vers ce qu'on a appelé plus tard, et ce qui s'appelait à ce moment-là, le communisme de guerre. Et qu'est-ce que c'est le communisme de guerre en fait? Comme j'ai expliqué, quand il y a eu la prise de pouvoir des soviets, il y a eu des sabotages, des réactions de la bourgeoisie. Les capitalistes, à ce moment-là, ils ne prenaient pas vraiment au sérieux la prise de pouvoir des soviets, ils se moquaient juste des décrets, ils refusaient de les faire appliquer. Et ça a forcé en fait la classe ouvrière à exproprier ces capitalistes, à mettre leur entreprise sous le contrôle ouvrier pour appliquer ces décrets, pour saper la résistance de la contre-révolution. Et en fait ça pousse à exproprier beaucoup plus que ce qui est prévu, ou beaucoup plus que ce qui est... ça va beaucoup plus loin et beaucoup plus vite que ce qui est possible économiquement et socialement en Russie. Qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? C'est que la guerre civile, elle mène à une économie de guerre qui est totalement irrationnelle sur le plan économique. Dans la contradiction un peu là derrière, c'est que en fait, ce qui est nécessaire politiquement à ce moment-là, c'est pas forcément ce qui est rationnel économiquement, ou ça on comprend assez bien dans une situation de guerre, par exemple faire sauter un pont, c'est pas du tout rationnel économiquement, mais s'il y a une invasion blanche, c'est absolument nécessaire pour la survie de la révolution. Et du coup en fait, cette économie de guerre, le communisme de guerre, il visait à sécuriser militairement le pouvoir de la classe ouvrière, et parce que toute la vieille société, toute l'ancienne société fonctionnait contre le nouveau pouvoir. Il y avait une véritable guerre en fait contre les spéculateurs qui s'enrichissaient sur la famine, mais en fait cette guerre, justement cette économie
ce communisme de guerre, il se fait vraiment au détriment en fait, de la production agricole, il se fait au détriment de la productivité économique en général. Et pour comprendre en fait, le communisme de guerre aussi, ensuite je rentre plus dans les détails, mais il faut comprendre aussi la situation de la classe ouvrière pendant la guerre civile à ce moment-là. Où les villes, à ce moment-là, les villes de Russie, elles mouraient littéralement de faim, où il y avait un processus important de déclassement de la classe ouvrière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, les travailleurs, ils s'évanouissaient sur les machines, il y avait des milliers de personnes qui mouraient de froid. Pendant l'hiver, ils brûlaient des livres pour se réchauffer parce qu'il y avait des pénuries de combustible. Il y avait des épidémies de typhus dans les villes, ce qui faisait en fait que les villes se vidaient. La population de Moscou, elle est divisée par 2 pendant la guerre civile, et Petrograd passe de 2 millions à 600 000 habitants, où les travailleurs quittent en masse les villes pour trouver de la nourriture dans la campagne. Et ça, en fait, ça fait que ces travailleurs, ils cessent effectivement d'être des prolétaires. Ils cessent effectivement de jouer le rôle de prolétariat dans la production, et ça change le rapport de force entre les classes. En 1918, il y a 2,5 millions de travailleurs industriels en Russie, et il n'y en a plus que 1,2 million en 1922, où la dictature du prolétariat elle se basait sur une couche assez fine en Russie, et la guerre civile, elle affaiblissait encore plus cette couche, elle affaiblissait le pouvoir de la classe ouvrière. Donc qu'est-ce que c'était le communisme de guerre dans cette période-là? En fait, c'était une économie qui était tournée entièrement vers la guerre civile et vers maintenir en vie l'État ouvrier. Donc, 1, nourrir, habiller et armer l'armée rouge, et 2, nourrir et habiller la classe ouvrière des villes. Au prix, ça, de la réquisition forcée de tout le surplus de production agricole qui était fait pour les paysans. Donc les paysans dans les campagnes, ils n'avaient que ce qui leur permettait de survivre, et tout le reste de leur production était emmené dans les villes, et même des fois plus que ce qui leur permettait de survivre. Et donc il y a des famines aussi qui sont causées dans les campagnes, où toute l'économie à ce moment-là est orientée vers siphonner le blé des paysans pour le concentrer dans les mains de l'État et permettre en fait aux villes de ne pas mourir de faim. Donc en fait, il y a une nationalisation et une planification forcée de l'économie capitaliste en ruine, totalement désorganisée de l'ancien empire russe. Et cette économie-là, elle n'a aucun grip, elle n'a aucune prise sur la vie économique réelle et la production réelle qui existait en Russie. Les administrateurs, en fait, qui planifient et qui centralisent la production, ils ne savent absolument pas ce qu'ils administrent. C'est totalement arbitraire la façon enfin pas arbitraire, mais juste full pour les besoins de l'économie de guerre. Et la question, c'était vraiment comment on empêche la population des villes de mourir de faim. Et donc, il y a des rationnements de nourriture qui n'ont pas de lien avec la productivité. Donc, c'est pas selon le travail que les personnes reçoivent les biens économiques, mais c'est en fait justement une distribution égale pour tout le monde, ce qui revient justement à cette idée de communisme, mais pas du tout une mesure d'économie socialiste, pas du tout communisme de chacun selon ses moyens, chacun ses besoins, mais uniquement une mesure d'assiégé, en fait une mesure de forteresse assiégée, avec des planificateurs qui n'ont pas d'informations pour pouvoir planifier, ne peuvent même pas compter combien les gens travaillent. Et dans le capitalisme, les proportions entre l'industrie, la campagne, entre les différentes sphères du marché, elles sont justement réglées, elles sont justement déterminées par le marché. Et ça se fait de manière extrêmement anarchique sous le capitalisme, ça se fait de manière avec des crises convulsives régulièrement. Et sous le socialisme, comment sont attribuées la répartition des ressources dans la société? C'est à travers en fait une méticuleuse période de calcul statistique, d'observation des habitudes et des besoins humains, et donc une répartition qui est planifiée centralement à l'échelle mondiale en conservant de l'autonomie et de la flexibilité pour les différents secteurs de l'économie, dans le cadre justement de cette coopération, de cette planification mondiale. Et un tel plan en fait global de l'ensemble de l'économie ne peut absolument pas, c'est impossible de l'atteindre d'une manière bureaucratique, en imaginant un plan, en décidant un plan à l'avance. Et il nécessite vraiment une expérience quotidienne de plusieurs années de la classe ouvrière et une expérience de la gestion, de l'enregistrement de la production, de savoir où en fait sont les besoins, etc.
Et cette expérience de la classe ouvrière, déjà, elle est totalement absente en Russie, mais aussi l'appareil capitaliste, il est absolument détruit. Et donc la seule alternative, c'est vraiment d'extraire juste la production nécessaire pour la guerre. Les seules personnes dans cette société qui ont un peu d'expérience de l'expérience d'un pays arriéré, mais qui savent au moins lire, etc., c'est les fonctionnaires, les anciens fonctionnaires de l'État tsariste, qui doivent vraiment être achetés en fait avec des meilleurs salaires, avec des privilèges, pour qu'ils ne sabotent pas en fait l'État soviétique. Et ça cause encore une polémique avec les gauchistes, mais je pense que vous avez compris un peu l'idée générale. Le communisme de guerre, en fait, vu qu'il amène à la confiscation systématique du surplus produit par les paysans, il amène un déclin énorme dans la production agricole, parce que les paysans se disent, bah, en fait, si tout ce que je produis en plus que pour ma survie, il est réquisitionné par l'État, bah, j'arrête juste de produire, je plante moins, je plante juste ce qui est nécessaire pour moi. Et le fait de payer tout le monde avec des rationnements égaux, sans se baser sur la productivité, bah, ça baisse en fait une baisse gigantesque de la productivité du travail. Et ouais, donc vraiment comprendre le communisme de guerre, c'est un produit de la barbarie et de la récupération de la Russie, mais l'alternative dans cette situation, bah, c'était juste la victoire de la contre-révolution. Et il y a souvent la question de est-ce que les bolcheviks, ils avaient l'espoir de passer du communisme de guerre directement au socialisme. Et en fait, oui, il y avait cette perspective-là, il y avait cette perspective, mais qui était uniquement fondée sur la possibilité d'une victoire révolutionnaire en Europe, avec une aide technique et organisationnelle d'un prolétariat beaucoup plus avancé, d'une industrie absolument différente. Ben là, ça aurait été possible, effectivement, juste avec le pouvoir politique conquis par la classe ouvrière en Russie, qui est un prérequis indispensable au socialisme. Ça aurait été possible, mais il manquait totalement, en fait, justement, des conditions matérielles pour réaliser ce passage, en fait, du communisme de guerre au socialisme. Et Lénine, il explique cet état, justement, avec il faut le pouvoir politique et les conditions matérielles. Il explique en 1919, l'histoire a suivi des chemins si particuliers qu'elle a donné naissance en 1918 à deux moitiés de socialisme, séparées et voisines comme deux futurs poussins sous la coquille commune de l'impérialisme international. L'Allemagne et la Russie incarnent en 1918, avec une évidence particulière, la réalisation matérielle des conditions du socialisme, des conditions économiques, productives et sociales d'une part, et des conditions politiques d'autre part. Où là, justement, on voit cette idée de genre le poussin sous la même coquille, où vraiment la politique des bolcheviks elle était basée sur la perspective révolutionnaire et la possibilité d'une victoire du prolétariat en Russie contre justement en fait la pression à l'opportunisme de juste dire en fait on s'adapte à la situation, on capitule. Et en fait cette perspective, on a dit avant en fait si la révolution russe, si la révolution allemande, elle n'arrive pas, on est condamné. C'est une perspective qui va se révéler, pas comme Lénine imaginait, mais qui va se révéler effectivement correcte. Où, en 1918, le Kaiser est renversé, il y a le début de la révolution allemande, il y a comme révolution de février en Allemagne, et qui cause en fait des mutineries de masse dans les armées d'invasion, et cette révolution allemande en fait va effectivement sauver la révolution russe. Va lui permettre en fait d'éviter l'extinction. Face à la pression énorme des classes ouvrières des différents pays et face au risque d'une extension de la révolution après la révolution allemande, les armées d'invasion se retirent de Russie et vraiment la révolution allemande donne un énorme sursaut de morale à la République soviétique où enfin il y a la perspective de rompre l'isolation, de sortir de la citadelle assiégée. Et les bolcheviks à ce moment-là ils poussent à fond pour cette perspective, pour l'extension de la révolution. Et quelques mois après la révolution allemande, ils fondent l'Internationale communiste en mars 1919. Et là, justement, par rapport aux deux tâches de la révolution dont j'ai parlé avant, les bolcheviks sont clairement sur la défensive, d'un côté, où la forteresse assiégée garde en tête que leur meilleure contribution à la révolution mondiale, c'est de maintenir, de défendre la révolution. Mais ce n'est pas une question qui est uniquement internationale, c'est une question. C'est pas une question qui est uniquement nationale, c'est une question internationale. Et ailleurs, il faut clairement passer à l'offensive. Ailleurs, il faut clairement passer justement à l'offensive contre le capitalisme.
Et à partir de là, en fait, toutes les questions importantes de la République soviétique, elles vont être discutées dans les congrès de l'Internationale communiste, où les Russes, ils savent que leur survie, elle dépend de la Révolution mondiale, et ils lient totalement leur sort avec l'Internationale communiste. Ce tournant-là, en fait, dans la guerre civile, c'est vraiment un point de tournant où, en fait, à partir de là, le prolétariat va reprendre petit à petit la main sur la guerre, et ça montre que, en fait, les armées blanches, elles ont vraiment été vaincues, en fait, en quelques mois, sans le soutien de la bourgeoisie mondiale, sans le soutien de l'impérialisme des pays capitalistes, et qui, en fait, eux, portent la pleine responsabilité du bain de sang qui a eu lieu en Russie. Ok, la paysannerie, généralement, elle a soutenu le prolétariat et les bolcheviks dans la Révolution, mais après 3 ans, en fait, de réquisition forcée, de conscription, il y a une colère dans la paysannerie, il y a une hostilité croissante contre le régime, contre le prolétariat, et la relation, en fait, entre la paysannerie et le prolétariat, elle se détériore, alors que c'est un des facteurs les plus importants pour la Révolution. Et le déclassement, dont on parlait avant, le fait que le rapport de force entre le prolétariat et la paysannerie s'est transformé, fait que le prolétariat est obligé de faire des concessions, fait que le prolétariat est obligé de s'assurer une bonne situation avec la paysannerie. À ce moment-là, ça s'exprime d'une manière assez singulière où, en mars 1921, il y a l'insurrection de Kronstadt. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une révolte inspirée par la paysannerie dans une ville proche de Petrograd. Et cette situation-là, elle montre en fait que la révolution, elle commence à prendre un caractère semi-anarchiste. Et pendant le 10e congrès, ce qui a lieu en même temps que l'insurrection de Kronstadt, le constat est fait qu'il y a de facto un parti unique en Russie, pas quelque chose qui était voulu par les bolcheviks, mais qui est la cause du fait que les bolcheviks et les socialistes révolutionnaires ont rejoint la contre-révolution et ont juste laissé en fait un parti unique en Russie, ce qui fait le résultat que les différents intérêts entre les différentes classes dans la société, ils s'expriment dans le parti, à travers l'État, à travers le parti communiste, et notamment à travers la faction gauchiste de Boukharine, qui représente inconsciemment les intérêts de la petite bourgeoisie et justement cette contre-révolution qui prend un caractère semi-anarchiste. Même si, je pense que c'est aussi important de vraiment distinguer totalement Kronstadt de l'opposition ouvrière de la faction de Boukharine, où pendant le congrès, il y a plusieurs... bref, les députés pendant le congrès du Parti communiste, ils vont aller à la main réprimer l'insurrection de Kronstadt, 300 députés vont aller le faire, et parmi eux, il y a plein de députés de l'opposition ouvrière, de la faction gauchiste. Donc il faut vraiment comprendre que ce n'est pas conscient, ils n'expriment pas consciemment ces intérêts-là. Mais par leur opposition à la centralisation, contre le pouvoir de l'État, contre la discipline, il y a vraiment cette idée-là de... Et donc la décision est prise pour éviter en fait une scission dans le parti, qui mènerait en fait à une scission dans l'État ouvrier, qui mènerait à une scission dans le pouvoir et à un effondrement du pouvoir de l'État ouvrier, d'interdire en fait les factions organisées dans le parti, de garder l'unité maximale dans le parti. Et peut-être j'ai pas trop le temps de revenir sur ça. Pendant ce congrès-là, le congrès où il y a Kronstadt, où il y a les factions, il y a aussi la NEP qui est déclarée du coup, qui marque en fait la fin de la guerre civile, la réorganisation de l'économie, la victoire sur les blancs en fait et les impérialistes dans un certain sens, même si c'est pas fini, mais ça marque un peu ce tournant-là. Et la déclaration de la NEP, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle politique économique. C'est une politique qui rouvre des mécanismes de marché et qui autorise, en fait, qui fait des concessions importantes à la paysannerie et des cessions de propriétés publiques, d'entreprises d'État à bail, à des capitalistes privés. Ça, c'est amené par justement la nécessité d'apaiser et de faire la paix avec la paysannerie et de lui permettre en fait de trouver leur place dans l'économie en fait, en ouvrant justement le marché du grain. Parce que les paysans, en fait, ils ne peuvent pas trouver leur place dans une économie sans le marché.
ou sans, dans une économie socialiste, comment on intègre la paysannerie dans une économie socialiste, par en fait des fermes collectives où tous les moyens pour produire leur sont fournis, l'électricité, les machines, les denrées alimentaires, etc. Et ça, ben, c'est absent en Russie. Et donc les paysans, ils ont besoin du marché pour produire, pour trouver une place dans l'économie, pour faire justement de la production agricole qui dépasse leurs besoins personnels. Ça, c'est des concessions importantes qui sont faites avec la NEP. C'est vraiment en fait le rétablissement du marché et la cession d'entreprises d'État. Ça met en fait les entreprises d'État en concurrence sur le marché avec d'autres entreprises. Et donc c'est une retraite qui est nécessaire, mais qui est clairement une retraite, en aucun cas un pas en avant vers une construction socialiste dans un seul pays, où l'isolation en fait de l'économie russe a forcé en fait cette retraite. Mais alors est-ce que de l'autre côté c'est une retraite vers le capitalisme? Si c'est pas un pas vers la construction socialiste, déjà je pense que ce qui est important c'est que c'est pas un chemin du communisme vers le capitalisme ou du socialisme vers le capitalisme. Il n'y a jamais eu une telle chose en Russie, ni socialisme ni communisme, mais d'une économie d'assiégée vers une proto-économie capitaliste contrôlée par la classe ouvrière. Et la victoire militaire sur la bourgeoisie, elle a permis en fait de reprendre la main sur la vie économique, de reprendre justement le contrôle sur la vie économique. Et donc, ça veut dire, si on veut reprendre le contrôle sur la vie économique, on est obligé de réintroduire des formes d'économie de marché, on est obligé de revenir en fait à la situation qu'on avait abandonnée juste pour suivre en fait la situation économique. Mais c'est clairement pas une capitulation de la part des bolcheviks envers le capitalisme, puisque cette politique, elle est vraiment orientée encore vers la révolution mondiale. Et économiquement, elle représente vraiment un pas en avant, où l'idée de la NEP, c'est rattraper le retard économique, éviter l'effondrement économique et débuter en fait l'accumulation socialiste primitive, débuter justement économiser dans les secteurs où l'État peut économiser, pour investir dans l'industrie lourde, pour remettre sur pied l'économie d'avant-guerre, pour être capable justement de venir en secours à une révolution en Europe. Et ça, en fait, c'est à prendre dans le contexte des leçons de l'internationale communiste à ce moment-là, après le 3e congrès, où la leçon principale, et ils se rendent compte de ça, que la révolution ne sera pas aussi facile que prévu. La bourgeoisie à l'ouest, elle est beaucoup mieux préparée, et il y a une nécessité d'une stratégie, d'une tactique. Les communistes, ils doivent conquérir les masses, et la Russie, elle doit encore tenir sans le renfort du socialisme européen pendant plusieurs années. Et c'est pas possible d'aller de l'avant, c'est pas possible d'aller plus loin sans consolider d'abord ce qu'il y a en Russie. Et la question maintenant, c'est est-ce que les bolcheviks, ils ignoraient les risques d'une victoire du capitalisme en Russie par la NEP? Et ça, c'est pas du tout le cas. Les bolcheviks étaient parfaitement conscients de ces risques-là. Et les risques du capitalisme, du rétablissement du capitalisme, ils étaient vraiment réels. C'était une bataille, c'était décrit comme une bataille entre le capital privé et le capital de l'État ouvrier. Mais comme pour la guerre civile, l'atout en fait des bolcheviks, c'est de se baser sur la dictature du prolétariat, sur l'état de la classe ouvrière. Et dans cette lutte, le prolétariat il conserve les industries les plus importantes, les rails, les mines, les manufactures, la propriété publique sur les terres des paysans, qui doivent verser une taxe en nature qui permet de nourrir la ville, et le monopole sur le commerce extérieur, donc rien de l'étranger vient à l'intérieur du pays sans que le prolétariat le décide, et le contrôle du crédit, de la fiscalité, de la monnaie. Mais de l'autre côté, la bourgeoisie, ses forces, c'est qu'elle peut accumuler du capital maintenant, grâce à la liberté du commerce de céréales. Il y a les spéculateurs, les koulaks qui réémergent à ce moment-là. Et surtout, l'atout principal de la bourgeoisie, c'est l'encerclement en fait, de la Russie, le soutien du capital mondial. Et la bourgeoisie, en fait, elle essaie vraiment de pénétrer en Russie parce qu'elle a échoué à écraser militairement la République soviétique. Elle essaie maintenant d'acheter en fait l'économie russe. Et ça, c'est une des luttes aussi, une des dernières luttes que vont mener Lénine et Trotsky, c'est sur le renforcement du monopole du commerce extérieur, le refus de faire les moindres concessions à l'impérialisme mondial. Et ça, c'est une lutte importante de Lénine et Trotsky contre
Boukharine, qui a changé de côté, et Staline, qui à ce moment-là exprime vraiment les intérêts en fait, des koulaks et des nepmen, donc des gens qui profitent de la NEP, au sein même du parti. Et j'arrive un peu au moment du déclin, au moment de la fin un peu, où effectivement la NEP va renforcer les classes étrangères, pas mener à un rétablissement du capitalisme, mais mener à, au sein même du parti, en fait, que les koulaks, les nepmen, les spéculateurs trouvent leur voie justement à travers les gens comme Staline, Kamenev, Zinoviev et Boukharine. Et le coup fatal un peu de la révolution, c'est la défaite de la révolution allemande en 1923, dont on a déjà parlé, où comme pour la victoire de la révolution, comme pour le début de la révolution allemande en 1918, qui avait donné un énorme boost au moral, la défaite de la révolution allemande, elle amène vraiment le prolétariat qui est extrêmement fatigué, déclassé, etc., à avoir conscience qu'il se retrouve totalement isolé, que les perspectives pour la révolution mondiale ne sont pas immédiates. Et quelques mois plus tard, la mort de Lénine amène un nouveau coup en fait, au moral de la classe ouvrière. Et le prolétariat démoralisé, en fait, c'est du pain béni pour la bureaucratie qui a les mains libres en fait, pour justement commencer à exproprier politiquement, petit à petit, graduellement, à exproprier politiquement le prolétariat dans le parti et dans l'État. Et je finis tout bientôt. Le rôle de la NEP dans le stalinisme, ça c'est une question qui est beaucoup posée. Est-ce que la NEP a favorisé le stalinisme? Oui, évidemment que c'est le cas. Comme un peu toutes les autres mesures dont j'ai parlé, le ban des factions, l'incorporation d'anciens spécialistes dans l'État et dans l'armée. Mais ce qu'il faut comprendre avec ces choses qui ont favorisé, qui ont permis, qui ont mené aux conditions pour le stalinisme, c'est que la façon dont ça a été utilisé par le stalinisme, c'était toujours des déformations et des abandons de tous les principes qui existaient derrière ces mesures. Est-ce que Lénine et Trotsky pensaient que la NEP, elle allait mener au socialisme? Non, certainement pas. Mais ils se battaient et luttaient toujours contre l'opposition gauchiste, contre la contre-révolution qui prenait une forme semi-anarchiste. Et surtout, ils devaient défendre ça dans l'international communiste, contre les gauchistes dans l'international communiste. Les staliniens n'existaient pas encore. Ça n'avait pas de sens de polémiquer à ce moment-là contre le socialisme dans l'ensemble. Les principes du communisme, la défense de la révolution, les perspectives de la révolution mondiale, ils étaient derrière chaque décision de Lénine et Trotsky. Et la cause de la dégénération, c'est certainement pas la NEP ou les décisions prises pendant la guerre civile, mais vraiment en fait la défaite de la révolution mondiale. Parce qu'il n'y avait que ça qui pouvait sauver n'importe quel stratège, aussi bon qu'il soit, du prolétariat russe, pouvait faire autrement que en fait, la révolution russe toute seule ne pouvait pas gagner. Et c'est les conditions objectives, la faiblesse de la Russie et l'isolation qui ont mené à cette El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.